Nous avons prévu 3 intervenants, mais nous avons une surprise puisque nous avons un 4e intervenant qui va intervenir de très loin puisqu'il sera en direct du Caire. Donc voilà, vous aurez la chance d'en entendre un 4e. Donc nous allons débuter donc par Monsieur Gilles Vigneault. Gérard. Oh, pourquoi je t'appelle oui, non mais Gérard Vigneault, excuse-moi. Donc Gérard, psychologue, qui est un psychologue clinicien, membre fondateur de l'Institut d'éthique contemporaine et président des libres penseurs du monde francophone. Gérard est passionné par la réflexion critique, la libre pensée. Il milite activement pour la promotion d'un esprit rationnel et pour l'émancipation hors des dogmes. Alors, Gérard est l'auteur d'un livre qui a comme titre « Défi de la libre pensée ». Je te laisse la parole. Et j'en dédicacerai quelques-uns à la fin, si vous le voulez. Il y a un dossier de presse, communiqué de presse qui est disponible. Si vous le voulez, vous le demandez là, ici. Merci de me passer la parole. Alors, bonsoir à toutes et à tous, parce que je sais que c'est difficile de venir et que ce soir, la ligne de métro 8 qui vous amène ici est bloquée. Encore une demi-heure, je pense. Donc, il y a beaucoup de spectateurs potentiels qui sont bloqués dedans. Voilà. Alors, accueillir nos amis iraniens qui sont représentés donc, ce soir par Didier Djadi. Didier Djadi, qui, vous verrez, vous présentera encore mieux que moi, qui est tout le temps sur les chaînes de télévision, BFM, LCI, etc., dès qu'il y a un problème avec l'Iran. Et d'autre part, les Kabyles, qui sont représentés donc, par Zidane, qui est à côté de moi, et qui va vous en parler directement. Alors pourquoi Libre Penseur et avec ces invitations-là, hein? Pour nous, c'est vrai que ça va de sens et c'est une logique parce que les libres penseurs sont des amoureux de la liberté depuis un siècle et demi. Les amoureux de la liberté et qui sont héritiers de l'humanisme du siècle des Lumières et bien sûr de la Révolution française. Donc tout ça, c'est un héritage qui est lourd à porter. Les libres penseurs, donc au XIXe siècle, ont eu vraiment beaucoup de mérite parce qu'ils ont apporté la laïcité en France, entre autres. Qu'ils ont été les premiers à lutter contre l'emprise, à ce moment-là, qui était très forte de la religion, en particulier catholique en France. Pas seulement, mais principalement, bien sûr. Et que ces premiers libres penseurs qui étaient très connus, comme Victor Hugo, comme Auguste Blanqui, comme Émile Zola, comme Jean Jaurès, Alors, je vais vous présenter quelques photos que vous allez voir. Voilà. Alors, voilà. Donc Victor Hugo que vous voyez là, par exemple. C'est Louise Michel que vous voyez là maintenant et Anatole France que l'on voit maintenant. Et d'autres, bien sûr, qui ont été les premiers libres penseurs au XIXe siècle. Ces personnages illustres ont apporté des solutions durables à la question majeure qui était jusque-là résolu à moitié par la Révolution française, mais pas complètement, puisque l'emprise des religions était telle que la laïcité n'existait pas du tout en France, et qu'ils ont vraiment lutté beaucoup pour parvenir à établir la loi de 1905 sur la laïcité, qui est d'ailleurs symbolique de cette salle, puisque patronage laïque Jules Vallès repose sur son sens premier sur la laïcité.
Ils furent les créateurs donc de la laïcité et des défenseurs essentiels de la démocratie en France. Nos références basiques restent inchangées. Les idées et les réflexions ne doivent pas être fondées sur des dogmes, mais sur aucun dogme, ni religieux, ni politique, ni autre d'ailleurs. Mais au contraire, reposer sur la logique, reposer sur la raison et l'observation. Les libres penseurs sont traditionnellement épris de liberté, comme je le disais, qui sont des militants pour les droits de l'homme. Ils luttent contre les dictatures et les théocraties. Et ce soir, nos amis luttent de la même façon que nous contre les théocraties et contre les dictatures. Quelques mots sur la liberté d'expression. Sans elle, aucune liberté n'existe. Elle est essentielle à la libre pensée. Et les dictatures nombreuses ne respectent pas du tout ce droit. D'ailleurs, le délit de blasphème, et je vais vous montrer une photo. Attendez. Que l'on voit ici ou pas? Non. Je suis sorti. Attendez, on va la retrouver. Double-clic. Ouais, double-clic. C'est Zoom qui est bien. Voilà, Chevalier de la Barre, c'est une sculpture qui existe dans les jardins de Montmartre. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il y a un beau petit jardin et Chevalier de la Barre, il est en bonne place, qui est un symbole très fort pour les libres penseurs. Les mécréants, les apostats, risquent toujours l'emprisonnement ou l'exécution dans de nombreux pays dans le monde. Il faut rappeler pourtant que les textes nazis sont bien toujours interdits, mais que des textes intégristes comme les textes islamistes ne sont pas interdits dans le droit français. Des dizaines de milliers d'écoles coraniques, alors là je vais vous montrer quelques images aussi. Bon, d'enfants et d'écoles coraniques, quelque chose qui ressemble à ça. Celle-là aussi. Voilà. Double-clic. Voilà. Bon. Oui. Alors, au XXIe siècle, maintenant, les bases de la libre pensée sont restées les mêmes. Lutte pour les libertés, pour l'émancipation, contre les dogmes et les illusions. Mais les libres penseurs doivent examiner rationnellement les nombreux et nouveaux problèmes actuels. Y apparaissent des nouveaux dangers, comme la remontée des impérialismes, comme des guerres et du terrorisme, le danger de l'islamisme radical, des mouvements populistes, comme on l'a vu aux États-Unis avec la prise du Capitole. En tout cas, nos outils sont restés inchangés, le scepticisme et les débats publics. Donc ce soir, nous ferons également un débat public avec tous ceux qui le souhaitent à la fin de cette présentation. Cette situation nouvelle du XXIe siècle nécessite un retour impératif à la réflexion et à l'action. Chaque jour, nous voyons comment nous sommes démunis devant ces problèmes du XXIe siècle qui s'aggravent et qui ne sont pas solutionnés. Comme la remontée de la violence, les homicides sont en augmentation en France, l'insécurité se développe, la courbe d'homicides, comme je l'ai dit, depuis 2015 augmente. La situation internationale, aux portes de l'Europe, la guerre est revenue, c'est tout l'Occident qui est menacé, de la guerre de Poutine aux outrances de Trump, en passant par les mollahs d'Iran et leurs influences au Moyen-Orient. Le conditionnement intensif de la Russie vers le Grand Sud, en particulier donc en Afrique, la situation au Sahel est catastrophique et dans de très nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Nous luttons également contre l'emprisonnement de Boualeb Sansal et le gouvernement algérien. Comment un libre penseur, un mécréant, un apostat peut vivre dans tous ces pays?
La solidarité est nécessaire avec nos amis. Nous sommes toujours Charlie. C'est pour toutes ces raisons que les libres penseurs doivent à nouveau se faire entendre. C'est une particularité que d'étayer la réflexion par des débats et de faire circuler librement la parole. Et je laisse le micro. Merci Gérard. Donc le second intervenant, alors Monsieur Zidane Lafdal, qui représente la Kabylie. Donc Zidane est architecte et directeur de projet de systèmes informatiques. C'est un indépendantiste kabyle, militant des droits humains, ancien Premier ministre et vice-président du gouvernement provisoire kabyle de 2017 à 2023. À toi la parole. Merci Louisa, merci Gérard, merci Didier d'accepter d'animer la conférence ensemble et merci à tous d'être venus aujourd'hui à cette heure-ci et aussi merci au patronage laïque qui nous a accueillis pour parler justement un peu de notre cas, notre situation. En fait, nous sommes très intéressés par cette conférence parce qu'il y a quelques termes qui nous intéressent, parmi lesquels donc la libre pensée, la liberté, la laïcité et la solidarité. Ce sont des valeurs clés intrinsèques de la Kabylie, du peuple kabyle, pendant des millénaires. Donc parlons un peu de la Kabylie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un pays, c'est une nation qui est multimillénaire, qui existe depuis 5000 ans. Il a côtoyé toutes les anciennes civilisations humaines. Elle est située en Afrique du Nord, au centre-nord de l'ancienne Numidie. Il donne sur le territoire, sur la Méditerranée, sur une côte d'environ 500 km. La Kabylie dispose d'un territoire d'environ 44 000 km², d'une population d'environ 12 millions. Il a sa propre langue, la langue kabyle, il a ses propres coutumes, ses propres traditions, il a sa propre culture. Il dispose ainsi de tous les attributs nécessaires pour édifier son propre État-nation et postuler à un siège légitime aux Nations Unies. Donc, pour situer un petit peu, pour comprendre bien l'origine du problème que vit actuellement la Kabylie, je vais vous donner un aperçu historique de la Kabylie. En fait, comme vous le savez tous, l'Afrique du Nord, vu son positionnement stratégique, y compris la Kabylie, a subi de multiples invasions depuis tout le temps. Malheureusement, le seul colonialisme qui nous colle encore à la peau et dont on n'arrive pas à se défaire, à se débarrasser, est le colonialisme arabo-islamique, véhiculé par la junte militaire au pouvoir en Algérie. Tous les déboires actuels de la Kabylie viennent de la colonisation, donc de cette colonisation arabo-islamique algérienne. C'est quoi le conflit ? Il y a bien un conflit qui oppose la Kabylie à la dictature algérienne. Juste après l'indépendance, en 1962, donc le premier président de l'Algérie, donc Ben Bella, avec l'aide, l'impulsion et l'influence du panarabiste Nasser, a déclaré que l'Algérie est arabe 3 fois. Donc il a déjà commencé à mettre en place une dictature arabo-islamiste, niant du fait d'entrer l'existence de l'identité kabyle et son caractère ancestral, laïque et multiethnique. La Kabylie a refusé cette orientation. Donc l'origine du problème entre l'Algérie et la Kabylie vient à partir de là. Et du coup, il y a un conflit qui a eu lieu qui est né entre la Kabylie et l'Algérie. Et pour riposter, l'Algérie a amorcé une politique génocidaire contre la Kabylie depuis 1962, depuis l'indépendance. L'Algérie a aussitôt déclaré la guerre à la Kabylie, de 1963 à 1965, où il y a eu, cette guerre est soldée de 500 combattants kabyles assassinés par l'armée algérienne. Le but, en fait, est de faire taire la Kabylie et lui faire accepter une identité étrangère à la sienne. Un long processus génocidaire s'abat sur la Kabylie et le peuple kabyle. Donc il y a eu des assassinats ciblés, des militants kabyles. Il y a eu un génocide linguistique, culturel, identitaire de la Kabylie. Il y a des emprisonnements de masse.
Il y a, en fait, pour aller vite, donc là, on est pas passé de 1962, donc il y a le printemps en 1980 avec des emprisonnements, des franchises universitaires violées, emprisonnement donc des militants, des étudiants qui étaient à l'époque, parce que le pouvoir algérien ne voulait pas organiser une conférence du célèbre Mouloud Maamri sur la culture kabyle, sur la poésie kabyle. Et ça a déchaîné, donc ça a fait bouger toute la Kabylie. Ça s'est passé donc avril 1980. Et à partir de là, donc il y a la clochardisation de la société, l'appauvrissement du peuple kabyle, sabotage économique, enfermement de toutes les entreprises, installation donc de l'insécurité, jusqu'au donc il y a eu aussi la décennie noire donc du terrorisme islamiste, où la Kabylie donc a fait face contre, donc s'est soulevé comme un seul homme contre les islamistes à l'époque et du régime aussi algérien. Il y a eu pas mal d'intellectuels kabyles assassinés. Donc ils sont assassinés quelque part en Algérie, mais le lendemain on découvre qu'ils sont kabyles et sont enterrés en Kabylie. Donc c'est des crimes, en fait, après cette décennie noire, il y a eu le printemps noir en 2001, donc, où 128 jeunes kabyles assassinés par la gendarmerie avec des armes explosives. Donc, et ces crimes, donc, ils sont jusqu'aujourd'hui, impunis. En fait, il y a eu donc 128 morts, jeunes, 5000 blessés, il y a des handicapés à vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a aussi, après donc, le génocide donc, du printemps noir 2001, il y a le génocide d'août 2021. Donc il est tout récent, où ils ont incendié les 2/3 donc, des forêts de la Kabylie. Il y a eu 500 Kabyles brûlés vifs. Et donc pratiquement la culture vivrière, qui est les oliveries, ont été détruites. Donc il y a eu 500 morts brûlés vifs. Et après ça aussi, donc il y a eu une autre phase, donc depuis 2021, une autre phase qui a commencé. Donc après ce génocide qui est physique, donc il y a eu 13 000 arrestations, plus de 13 000 arrestations et emprisonnements, donc des militants kabyles. Il y a eu plus de 48 condamnés à mort. Il y a eu plus de 4 000 ISTN, donc interdits de sortie de territoire national. Il y a beaucoup d'émilis d'apatrides, donc qui on ne donne pas le passeport, on ne donne pas la pièce d'identité, on ne donne pas les documents comme quoi il existe en tant qu'Algérien, en tant que Kabyle. Il y a plus de milliers d'exilés qui ne peuvent plus retourner chez eux, ils sont menacés. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils sont emprisonnés, ils sont directement jetés en prison. Et en plus, il y a un climat de terreur qui est installé, plus personne ne peut parler, donc actuellement en Kabylie. Et donc du génocide physique qui a eu lieu de 1962 à 2001, il s'y ont suivi ce qu'on appelle donc du terrorisme judiciaire. Donc actuellement, c'est le terrorisme d'État algérien qui est donc avec l'instrumentalisation de la justice. Pour vous expliquer un petit peu cette situation, donc il y a une certaine Sophie Lemaître qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle « Réduire au silence », comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle lawfare, ou bien law c'est pour la loi, et faire, en fait c'est une contraction de law et guerre. Donc la guerre de la loi contre les opposants kabyles. Donc après, on a dit après l'échec des génocides multiples, donc physiques, comme le peuple kabyle n'abdique pas, il continue toujours avec sa lutte pacifique pour arracher sa liberté, sa dignité, son indépendance, sa souveraineté, sa place dans le monde et l'humanité. Le régime algérien donc, a changé sa stratégie, celle du terrorisme judiciaire, par l'instrumentalisation de la justice. Au lieu donc de tuer physiquement par balle, il tue à petit feu dans la prison. Et en fait, donc, là, comme tous les régimes totalitaires, l'Algérie, il utilise ce lawfare, donc il n'est pas le seul, c'est pratiquement toutes les dictatures. Probablement Didier tout à l'heure parlera du cas d'Iran, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine. En fait, ils font exactement pareil. Donc en fait, le but, c'est de réduire au silence les opposants politiques kabyles, contre aussi donc réduire, enfin faire taire les défenseurs des droits humains, des journalistes et des libres penseurs, dont par exemple un certain Boualem Sansal.
Pour définir un petit peu c'est quoi le lawfare, ou bien ce terrorisme judiciaire, en fait, c'est une contraction du mot law, loi, et warfare, guerre. Il désigne l'utilisation abusive ou stratégique, parce que pour le régime algérien, il est stratégique, du droit et du système judiciaire comme une arme politique pour atteindre ses objectifs géopolitiques, idéologiques et autoritaires. En un mot, c'est terrorisme juridique. Donc en fait, le lawfare permet de neutraliser l'opposition sans forcément recourir à la violence physique. En fait, c'est ce qu'on appelle donc mourir à petit feu. Le droit n'est plus un instrument de justice, mais plutôt un outil de répression pour étouffer la dissidence, pour empêcher l'activité politique, pour criminaliser les causes indépendantistes et autonomistes et créer un climat de peur et de terreur en Algérie. Lawfare, donc, il a permis à faire plus de 13 000 arrestations et emprisonnements de militants kabyles. Il a fait aussi des procès arbitraires basés sur des dossiers fabriqués, montés de toutes pièces. Il y a plus de 50 jeunes kabyles condamnés à mort. Il y a plus de cas, tout à l'heure j'ai dit 4 000, c'est plus de 40 000 ISTR interdits de sortie du territoire national. Plus de milliers d'apatrides. Et un exemple typique de ce lawfare, c'est ce qu'on appelle, donc là, ils ont mis l'article 87 bis. Donc ils ont créé une nouvelle loi, un nouvel article de la loi 87 bis. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il classifie cet article, il permet la classification de toute activité politique comme acte terroriste pouvant être condamné à mort. Donc ils ont modifié la notion même du terrorisme pour inclure dedans toute activité politique ou d'opinion n'allant pas dans le cadre du régime algérien. Par exemple, c'est le cas de Boualem Sansal, il a été condamné justement pour ses opinions par cet article 87 bis. Donc quand on déclare 87 bis, donc il est signifié comme étant terroriste. Et malgré que le monde entier, donc tous les pays occidentaux, les ONG internationales, donc ont interpellé l'Algérie pour abroger ces lois donc liberticides, mais l'Algérie tient à son trésor. Pour l'Algérie, l'article 87 bis, c'est un trésor pour faire taire la Kabylie. Et en plus, donc, cet article, rien que pour un j'aime sur Facebook, pour une réunion politique, pour une grève, pour un rassemblement, pour une opinion, donc on risque la prison probablement à vie. Donc il y a ceux qui sont condamnés pour 500 ans donc à perpétuité en fait, 5 condamnations, 6 condamnations à mort. Il y a plus de 50 condamnés à mort en Kabylie. Et tous les internautes, les militants politiques, les Kabyles, les journalistes, les écrivains, les intellectuels, militants du Harak, universitaires, tout le monde dépasse avec cet article 87 bis. Il y a aussi un autre fameux article, c'est l'article 114 bis, qui condamne toute offense au prophète et dénigrement du dogme et des préceptes de l'islam. Et aussi, il y a des articles aussi qui condamnent tout prosélytisme en faveur d'une autre religion, par exemple chrétienne, ou d'autres, ou bien aussi même ceux qui sont des apostats dont a parlé Gérard tout à l'heure. Il y a même des apostats qui sont égorgés à l'intérieur de prisons en Algérie. Donc, il y a plusieurs condamnés par cet article. On donne des exemples, Saïd Jablkhir, Slimane Bouhaf. En fait, je ne vais pas citer parce que je vais oublier les autres, il y en a des centaines et des milliers. Et aussi, il ne faut pas oublier les chrétiens kabyles arrêtés à cause de ces lois, persécutés, exilés. La plupart maintenant des chrétiens en Kabylie, ils sont exilés, soit ils se cachent. Et il faut savoir aussi que toutes les mosquées chrétiennes qui se trouvent majoritairement en Kabylie, elles sont fermées. Non, les églises. Les églises. Les églises, pardon, toutes les églises chrétiennes, pardon. Les églises. Désolé. Et donc, en fait, il n'y a pas que ces deux articles. Là, j'ai préparé comme exemple. On n'a pas le temps de les citer tous, mais il y a aussi d'autres articles pour réduire toutes les libertés individuelles et collectives, liberté d'expression, liberté de conscience, le droit de se réunir, de rassembler, etc. Donc, et maintenant, vous voyez, donc, l'Algérie, après les génocides physiques et les génocides, donc, ou bien le terrorisme judiciaire, là, on va parler maintenant, je vais terminer avec l'avenir de la Kabylie, quand même, il faut parler un peu de choses qui sont, voilà,
pour apporter un peu de gaieté et d'avenir. Donc malgré ces génocides, malgré ce l'offert, malgré ce terrorisme judiciaire qui s'abat sur la Kabylie résiste et entre en dissidence avec le régime algérien. Il y a beaucoup de mouvements indépendantistes et autonomistes qui militent pour que la Kabylie reprenne son destin en main et le revendique son droit à l'autodétermination. Il est prête pour prendre son envol. Il a maintenant tous les attributs qui font d'elle un État, son territoire, son peuple, sa langue, sa culture, ses coutumes et traditions, sa constitution moderne, les frontières. Donc, vous voyez un petit peu la constitution, donc, qui est vraiment très, très moderne, qui s'inspire des valeurs universelles, qui sont ses valeurs intrinsèques, bien sûr. Et là, ses frontières, et là, ses institutions. Il a besoin uniquement de votre soutien et du soutien de toute la communauté internationale pour l'aider à sortir de ce cauchemar algérien. Donc si la Kabylie résiste contre vents et marées, pour rester un peu dans le contexte de cette conférence, c'est grâce à ces valeurs universelles, ancestrales, vieilles de 5000 ans, à savoir la liberté, la libre pensée, la laïcité, la liberté de culte, la paix, la justice, l'égalité homme-femme, la solidarité, l'humanité, et j'en passe. Donc, respect aussi de la nature, de l'environnement, et nous avons besoin de votre soutien et celle de votre solidarité et toute la communauté internationale. Merci beaucoup. Merci Zidane. Alors, notre troisième intervenant va nous parler de l'Iran. Donc, Didier Idjadi, sociologue universitaire franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran sur les chaînes d'information françaises, réalisateur de programmes dans les médias iraniens de l'opposition sur la laïcité et la critique de l'islam et du totalitarisme du régime islamique. Didier a enseigné à la Sorbonne Paris-Nord, au CNAM et à l'université Gustave Eiffel. À toi la parole. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour pouvoir participer à ce débat qui est, comme vous voyez, c'est un débat de nature internationale, libre pensée. Et donc, si vous voulez bien, pour parler de l'Iran, toujours l'Iran dans l'actualité, tantôt pour le terrorisme, tantôt pour le nucléaire, tantôt pour la révolution femme, vie, liberté, etc., etc. Donc, si vous voulez, j'ai quelques points importants à évoquer avec vous, si vous me permettez. Le premier, en 1979, c'était la révolution islamiste en Iran. Donc, le renversement du régime du Shah et la monarchie et l'instauration de la République, mais islamiste et totalitaire. Selon la constitution du régime actuel, c'est marqué, eh bien, l'idéologie de ce totalitarisme, c'est l'islam, c'est le chiisme, c'est le Coran. C'est marqué directement dans la constitution du régime. Et le régime se présente comme effectivement dans la continuité du pouvoir du prophète et également Ali, qui était le 4e calife. Alors, donc ce régime qui arrive au pouvoir avec cette idéologie, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses à faire, c'est de réprimer toute l'opposition, mais également de commencer toute une série d'actions nuisibles contre à la fois la civilisation iranienne, mais également la culture iranienne. Exemple, ils ont commencé à détruire, mais ils n'ont pas pu réussir, un certain nombre de vestiges à Persépolis. Ils ont commencé à casser les statues qui sont en pierre. Mais également, ils ont interdit, si vous voulez, les grands poètes iraniens, tels que Ferdowsi, etc., car la poésie persane, avec 1000 ans d'histoire, et également
ça symbolise la culture iranienne au sens large et classique, si vous voulez, là. Car le régime islamiste disait, moi, je suis le défenseur de l'islam, et tout ce qui est à l'extérieur de l'islam, il faut les détruire. Par rapport à la société, leur objectif, c'était de créer une situation à partir de la standardisation, c'est-à-dire les normes, ce sont des normes coraniques et islamiques, et que par conséquent, il faut structurer la société selon ces normes-là. C'est-à-dire, tout le monde doit devenir quoi? Des musulmans, membres de ce qu'on appelle Ummah. C'est-à-dire non pas des citoyens, non pas comme une citoyenneté au sens moderne du terme. Non, pas du tout. Il faut enlever tout ce qui est effectivement anti-islam et les mettre dans un mécanisme idéologique et religieux fascisant, et pour que tout le monde puisse agir en tant que membre de l'Ummah. Ce qui était important pour le régime, c'est de décasser, de supprimer toutes les différences avec l'islam. L'islam, c'est le critère principal, essentiel, non pas principal, mais essentiel. Donc c'est pour cette raison que le régime est devenu véritablement un régime totalitaire dès le départ. Dès le départ, je n'ai pas le temps ici pour développer tous les aspects d'un point de vue théorique. Pourquoi je parle du totalitarisme, mais également dans mes travaux, dans ma publication, j'ai évoqué cela comme un fascisme islamique, si vous voulez, et que ce totalitarisme qui a réussi à abîmer la société quand même là, mais néanmoins, aujourd'hui, je peux évoquer que ce totalitarisme a rencontré un échec. C'est-à-dire, l'idéologie reste la même, la logique reste la même, les objectifs restent les mêmes. Mais grâce au dynamisme sociétal et le réveil culturel des gens, eh bien là, ce mécanisme totalitaire se trouve dans l'impasse. Pour quelles raisons? Pour les raisons suivantes, ce que vous avez vu, vous avez entendu. La révolution fin, vie, liberté, c'est la négation directe de l'islam, de l'idéologie islamiste au pouvoir. Ce mécanisme totalitaire, en fait, a continué à réprimer, qui continue toujours là, à la fois d'un point de vue politique, mais également les problèmes de la société. Sachez tout simplement, depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, selon l'Amnesty, mais également d'autres organisations, le régime iranien a exécuté 1000 personnes. 1000 personnes. Car il voulait effectivement créer une société islamiste, là où il y a l'économie islamique, la culture islamique, l'université islamique, l'administration islamique. Eh bien, c'était ça, ce projet fascisant. Alors, mais l'antagonisme qui a été créé par ce mécanisme, disons, de domination contre le peuple, eh bien, ça se traduit par une dizaine d'années, effectivement, des slogans tels que « Abat la République islamique ». C'est-à-dire, dans la société, malgré l'objectif de la barbarie dominante, eh bien, il y a un autre mécanisme qui s'est développé, c'est-à-dire le rejet de ce régime-là par la grande majorité des Iraniens. Et aujourd'hui, là, je vous donne quelques éléments chiffrés, qui sont les résultats des enquêtes et des sondages implantés à l'étranger, si vous voulez. Là.
selon les sondages, 70 à 80% de la population sont contre la République islamique et ils veulent en finir avec. Il existe également l'échec de l'islam politique. Ne parlez plus de l'islam politique, etc. En Iran, l'islam politique, il est mort. L'islam politique en tant que modèle dans la gouvernance de la société. C'est fini de tromper encore les gens en disant que oui, l'islam va vous apporter telle ou telle chose. Non, ça ne marche plus. Et d'autre part, si vous voulez, 70% des familles sont contre l'enseignement religieux dans les écoles. 70%. Il existe également 85% des gens qui disent que le pouvoir politique ne doit pas être basé sur la religion, sur l'islam. Que veut dire cela? Ce sont des tendances de sécularisation et donc de laïcité dans le pays. Alors, par rapport à ce que j'ai évoqué, n'oublions pas, chers amis, il y a une grande transformation de la société iranienne sur le plan de la culture, sur le plan des valeurs, sur le plan de la place de la femme dans la société. Ce n'est plus pareil là. Ce que le régime voulait en faire un cimetière, aujourd'hui, c'est une société qui est très, très vivante. Et cette société n'est pas du tout comparable à d'autres sociétés musulmanes. Non, pas du tout. Il y a une spécificité de l'histoire et de la culture et de la société iranienne. Et qu'aujourd'hui, le sacré est en recul, l'athéisme s'avance. Dans 2 sondages, un il y a 4 ans et le deuxième il y a 1 an et demi, il y a 4 ans, le pourcentage donné à peu près 9% de la population iranienne qui sont des athées, comme moi, et aujourd'hui aux alentours de 20%, c'est-à-dire il y a 1 an et demi. 20% ce sont des athées. C'est-à-dire dans une société où on impose la religion et on dit « eh bien votre bonheur il est là », c'est terminé là. Avec cela également tenir compte, les gens qui se définissent comme théistes, comme agnostiques, aux alentours de 19%. D'autres, pour des valeurs morales, etc., ce sont des sondages qui existent, si vous voulez, et que les gens, les Iraniens qui se définissent dans la conviction islamique chiite, ils sont combien aujourd'hui là? 32%. C'est-à-dire, au début de la Révolution, on annonçait 90% d'une population. À l'époque, c'était moins importante. Aujourd'hui, les Iraniens, ils sont 90 millions. Donc seulement 32%, ce sont des chiites, et 5%, ce sont des sunnites. Donc les autres, ils sont ailleurs. C'est un grand moment dans la transformation, effectivement, de la société. Alors, par conséquent, le régime, aujourd'hui, vous l'avez entendu, là, je regarde également ma montre, merci, là, je dois finir, là. Le régime, il est dans l'impasse, parce que ce régime-là voulait fabriquer des bombes, oui, absolument. Et donc, l'international, l'agence de l'énergie atomique, etc., ils ont dénoncé. Le peuple iranien n'a jamais validé ces activités pour créer des bombes atomiques, etc., etc. Donc aujourd'hui, après la guerre de 12 jours, la situation du régime iranien se trouve dans une vraie difficulté, car ce régime, par son fanatisme
Ils veulent résister. Khomeini, c'est un dictateur à 100%. Donc, y compris aujourd'hui, qui a été déclenché le processus des sanctions internationales. Il y a 3 types de sanctions. Sanctions des Nations Unies, sanctions américaines et sanctions européennes. Eh bien là, dans quelques jours, eh bien, c'est le retour d'une manière forte de l'ensemble de ces sanctions. Et l'international demande au régime d'abandonner les activités, disons, d'enrichissement nucléaire, mais également de modifier complètement les portées des missiles, car le régime iranien cherche à atteindre et donc à bombarder Israël, mais également, il demande effectivement quoi ? De renoncer totalement à la fabrication de la bombe et d'en finir également avec l'ensemble des réseaux islamistes dans le Moyen-Orient, tels que Hamas et tels que Hezbollah, etc., etc. Donc c'est ça la situation, et que j'évoque tout simplement, et je termine. Malgré cela, Khomeini, hier, il a dit on continue la bagarre, la guerre. On ne change pas notre politique, dit-il. C'est-à-dire, donc, toutes les sanctions vont intervenir d'ici quelques jours, là. Et donc, il y a 3 solutions. Et je finis avec ces 3 hypothèses-là, concernant l'avenir de l'Iran, l'avenir également du régime. 1, probabilité à ce qu'il y ait effectivement une deuxième attaque ou deuxième guerre israélienne. Et dans ce cas-là, il est possible, avec l'accentuation des contradictions internes, qu'il y ait un effondrement un peu selon le modèle soviétique, par ces mécanismes, disons, intercontradiction fortes. Donc, c'est une des hypothèses. Deuxième hypothèse, c'est la transformation donc, des grèves et des mouvements actuels en révolte, en révolution, telle que nous avons vu avec Femmes, Vie, Liberté. Donc, une manifestation de la colère populaire d'une manière très, très vaste. Et cela, c'est la deuxième. Et enfin, la troisième, l'assassinat de Khomeini. Et ensuite, donc, une sorte de coup d'État avec une partie donc, des militaires gardiens de la Révolution, en s'alliant avec une partie des réformateurs en Iran et les mollahs, etc., pour en faire une équipe et de dire qu'effectivement, on change donc la situation. On change le chapitre. Alors, c'est pour cela, bien évidemment, ça a été, j'étais rapide dans mon exposé, si vous voulez, mais ce qui est important, c'est que, sachez tout simplement en relation avec notre débat, si vous voulez là, l'Iran aujourd'hui est prêt, véritablement, quand je dis l'Iran, la majorité des Iraniens, est prêt pour en finir le régime islamiste au pouvoir, et ils sont de plus en plus, ils le déclarent, ils le montrent pour la démocratie, pour la laïcité, et donc un pouvoir nouveau qui est caractérisé par la démocratie et la laïcité. Merci à vous. Merci Didier. Alors notre dernier intervenant va intervenir du Caire. Donc c'est Michel Brachet, ingénieur de formation et enseignant de physique-chimie, français d'origine égyptienne, ancien président de l'Association des libres penseurs du monde francophone, actuellement vice-président de cette même association, militant au sein des libres penseurs depuis la fin des années 90, milite depuis près de 30 ans pour la liberté, la laïcité et l'instauration d'une éthique indépendante des dogmes religieux. Michel, à toi.
Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être parmi nous ce soir. En fait, je ne serai pas très long. Mes amis ont fait le tour du sujet ou des sujets de ce soir. Simplement, je voulais mettre l'accent sur deux points. Euh, le premier, c'est ce qui rassemble les deux combats que nous défendons en tant que libres penseurs, à savoir le combat des Kabyles, celui des Iraniens. Et aussi, le deuxième point, c'est pourquoi nous, libres penseurs, nous soutenons ces mouvements qui sont quand même caractère éminemment politique. Bon, en fait, on vit dans une époque où le mensonge devient vérité et la vérité mensonge. Lorsque la victime devient bourreau et inversement, lorsque la raison s'égare et fait place aux passions et aux pulsions les plus primitives, et surtout, lorsque l'information devient une désinformation, il devient de notre devoir, nous libres penseurs, de redresser un peu la barre, de revaloriser la raison, de dévoiler la vérité malgré l'hostilité à laquelle nous risquons d'être confrontés, et de soutenir tous ceux qui cherchent la liberté et aspirent à l'émancipation. Ce soir, nous parlons justement de vérité, de liberté et d'émancipation. Nous sommes en présence de gens courageux, humanistes convaincus, amoureux de la liberté et de l'égalité, combattants pacifiques, qui n'ont jamais eu recours à la violence, et infatigables, convaincus du droit de leur peuple respectif à une vie meilleure dans leur pays respectif, dans des États qu'ils souhaitent démocratiques et qui se battent depuis des années et sans relâche pour que ces États voient le jour. Nous parlons ce soir de ce dont les médias ne parlent presque pas ou très peu. Nous parlons aussi de ce que les partis politiques ignorent ou font semblant d'ignorer. La conférence tourne autour des libertés et des droits fondamentaux des individus et des peuples. Ces droits que nos démocraties occidentales sont censées défendre. Mais les défendent-elles réellement? Par contre, nous, libres penseurs, sommes là ce soir aux côtés des femmes et d'hommes qui aspirent à l'égalité, à la liberté, à la laïcité, et qui se battent courageusement pour ces principes, malgré les risques qui les menacent. Et Dieu sait que ces risques sont, que ces menaces sont énormes. Ce soir, nous sommes face à un moment de vérité, celle de deux peuples que le passé et le présent rassemblent. Kabyles et Persans ont subi, il y a plusieurs siècles, des invasions venant de la péninsule arabique. Et malgré la conversion de ces deux peuples à la nouvelle religion, ils sont restés attachés, très attachés même, contrairement aux autres peuples de la région, à leur langue, à leur culture, à leurs identités et à leur civilisation. Ils ne se sont pas fondus dans le monde arabisant et arabisé qui commençait à s'installer à partir du 7e siècle. Non pas du tout par haine des Arabes, comme certains essaient de nous le faire croire, loin de là, mais simplement par attachement à leur culture. Aujourd'hui, ils sont confrontés à des défis majeurs. Les Kabyles réclament leur singularité, qui est un fait historique, qui a duré au moins jusqu'en 1830 et depuis des millénaires. Ils revendiquent légitimement la reconnaissance internationale. Ils souhaitent établir une société démocratique, laïque sur leur terre ancestrale, mais sont confrontés à la violence des autorités algériennes et malheureusement aussi à l'indifférence du monde occidental. Quant aux Iraniens, ils vivent un cauchemar depuis 1979, date à laquelle le pays a sombré dans l'obscurantisme islamiste installé par un régime terroriste et antidémocratique qui gère le pays par le fer et par le feu, qui bafoue les libertés, qui terrorise sa population, qui opprime les femmes, qui interdit jusqu'à la musique et la poésie,
qui sèment le terrorisme dans le monde entier. Face à ces défis majeurs, des hommes et des femmes se sont levés pour récupérer leur liberté. Et nous avons vu les révoltes populaires de très grande ampleur en Iran ces derniers temps. Nous avons vu ce peuple digne dénoncer le régime des mollahs et réclamer son émancipation. Et nous ne pouvons qu'admirer son courage et sa persévérance dans cette lutte, malgré la brutalité inouïe du régime islamiste. La mort brutale et tragique de Mahsa Amini pour un voile mal mis sur la tête a déclenché une colère populaire qui ne s'est pas éteinte depuis. La mort de cette jeune femme est devenue le symbole de la résistance contre la dictature islamiste et le carburant d'une révolte, voire d'une révolution qui, même si elle baisse d'intensité aujourd'hui, elle continue à vivre dans l'esprit des Iraniens et finira un jour par ressurgir. Reste une question qui peut être posée par certains et qui est la suivante. Mais que viennent faire les penseurs dans des affaires, les hommes politiques dans des affaires, alors que ces libres penseurs se réclament une association, La question est pertinente, mais les causes, sont-elles exclusivement politiques, des modifications dans leur société indéniable. Mais ça s'inscrit fortement dans les valeurs que nous, les porteurs, depuis le 19e, la liberté, l'égalité homme-femme, l'égalité entre tous les êtres humains, indépendamment de leur couleur de peau, de leurs origines, de leur sexe ou de leurs convictions religieuses ou même anti-religieuses, la laïcité et le combat des Kabyles et des Iraniens s'inscrit dans les valeurs des Lumières et dans les principes républicains que nous défendons depuis toujours. Imaginons par exemple la situation suivante. Les Iraniens arrivent à renverser le régime des mollahs et récupèrent leur liberté confisquée depuis 1979. Imaginons aussi qu'ils hésitent ensuite entre une république ou une monarchie constitutionnelle, ou entre un régime parlementaire ou présidentiel, ou même un régime mixte. Eh bien, nous ne serons pas à même de les aider dans leur choix. Nous, certes, chaque membre de l'association a ses préférences politiques. Chacun de nous, à titre individuel, peut pencher vers un parti politique plutôt qu'un autre. Mais notre association en tant que telle s'interdit toute activité politique. Toute activité de politique politicienne, plus justement. Nous soutiendrons donc les Kabyles et les Iraniens jusqu'à ce qu'ils décrochent leur liberté. Ce jour-là, nous pourrons considérer que notre mission est accomplie. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, nous, avant de vous donner la parole, parce que c'est bien aussi de vous entendre, je vais poser une ou deux questions à chacun de nos intervenants. Alors, Gérard, la première question, ce sera pour toi. Allons-y. Vas-y. Alors, est-il possible d'éviter les conditionnements nombreux qui empêchent de penser librement ? Ben, on essaye. On essaye, on y parvient plus ou moins. Ce que je peux vous dire ce soir-là, c'est en fait les qualités qui sont nécessaires, les qualités et les dispositions que nous pouvons prendre. Alors, je rappelle que le scepticisme des philosophes grecs est quand même un atout, c'est-à-dire quand on est soumis à des conditionnements et à des fausses informations, comme c'est le cas actuellement, qui sont très nombreuses. Rester sceptique, c'est toujours utile.
Le second, c'est l'épicurisme de ces philosophies grecques. Et c'est bien de profiter du plaisir et de ne pas y renoncer trop, comme beaucoup de religions l'impliquent. Il y a le raisonnement scientifique qui est une base commune aussi. Le raisonnement, il faut que chaque pensée doive trouver sa preuve et devenir évident. Il y a une réflexion sur soi-même aussi, c'est-à-dire que nous avons tous des conditionnements. Moi qui suis psychologue, je sais comment je suis passé par là, et que les conditionnements familiaux, les conditionnements religieux, les conditionnements sociaux sont tellement nombreux que si on veut retrouver un petit peu une personnalité, il est nécessaire d'avoir un choix sur les conditionnements et de choisir les idées les plus intéressantes et ne pas retenir les autres. Et puis, il y a les débats publics, comme c'est ce soir, mais les agoras, tout ce qui permet de réfléchir ensemble. On est quand même beaucoup plus fort, on est beaucoup plus armé lorsque chacun présente ses... On n'a pas d'idées toujours préconçues qui sont les bonnes. C'est-à-dire qu'on écoute en étant un petit peu attentif aux autres en qui on a confiance. Et la réflexion, un cheminement qui est quand même intéressant. Et cette agora, ces débats sont vraiment un cheminement intéressant. Ce que je pense les uns et les autres, vous êtes d'accord avec ça? Merci Gérard. Zidane, la Kabylie. La Kabylie, évidemment, depuis 1962, elle est agressée, blessée par le pouvoir algérien. Au niveau économique, rien ne s'y passe. Le pouvoir la martyrise. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de création de développement pour que la population puisse avoir de l'emploi. Et évidemment, on le sait, beaucoup de Kabyles échappent, viennent en France ou ailleurs, au Canada. Par contre, l'État algérien, ce qu'il sait faire, qui sait bien faire d'ailleurs, c'est de construire des mosquées. Alors vous avez maintenant des villages où auparavant il n'y en avait qu'une, maintenant il peut y en avoir 2, voire 3, pour endoctriner la population kabyle. Et donc, malgré la résistance, comment ce peuple... Que doit faire ce peuple? Parce qu'il n'est pas soutenu à l'international. Il est en face d'un pouvoir féroce. Et on voit quand même des petites poches qui craquent, puisque cet endoctrinement à l'islam... certains Kabyles commencent à être endoctrinés. Heureusement, ce n'est pas la majorité, mais voilà. Que faut-il faire? Quel est le cheminement pour que la Kabylie continue toujours de résister? Par rapport à la Kabylie, c'est qu'il faut savoir que les choses ont commencé à bouger dès 2001. Donc c'est suite au génocide qui a eu lieu, le printemps noir en Kabylie, où 128 morts, 128 jeunes Kabyles ont été assassinés. C'est à partir de là que la Kabylie, il y a une dissidence qui a commencé en Algérie. Donc la Kabylie a décidé de prendre son destin en main, et là c'est à partir de là que ça a commencé. Donc avant, peu de monde entend parler de la Kabylie. Avec le combat pacifique des militants, à la fois en Kabylie et aussi la diaspora. Donc quand même, les choses ont bougé. Donc actuellement, maintenant, si vous suivez bien l'actualité, on parle souvent, ce qui n'est pas le cas il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Donc là, on commence à parler de la Kabylie. Les pays, les chancelleries occidentales démocratiques, elles aussi, ils ont commencé à comprendre ce qui se passe en Kabylie, parce que c'était pratiquement à huis clos avant. Mais là, maintenant, le dossier de la Kabylie est pratiquement sur la table de toutes les chancelleries occidentales. Donc le but, effectivement, peut-être on a l'impression que ça avance pas beaucoup en tant que Kabyle, parce qu'avec toutes les humiliations qu'on subit quotidiennement, donc on dit que ça fait trop de... Mais beaucoup de choses ont été faites, mais il faut continuer.
Donc il faut continuer, il ne faut jamais désespérer. Donc sur pratiquement 3 ou 4 volets, il faut se battre sur tous les fronts. Donc déjà, il y a le front national kabyle. Donc il ne faut pas avec ce climat de peur, c'est ce qu'on a dit, le terrorisme judiciaire, le terrorisme d'État qui s'est abattu sur la Kabylie. Donc même avec ça, il faut que les Kabyles n'aient pas peur et continuent. Donc ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est nous qui sommes ici à l'étranger. Donc nous avons encore la liberté de dire, de combattre et tout ça. Donc il faut qu'il y ait une union de toute la diaspora justement pour continuer le combat de la Kabylie. Et aussi ce qui nous faisait défaut avant, c'était l'appui international, on vient de le citer. Donc on demande la solidarité, on demande le soutien de la communauté internationale parce qu'en fait, il faut les 3 volets. Donc les Kabyles en Kabylie, les Kabyles de la diaspora et le soutien des chancelleries occidentales. Hein, parce que nous, on s'estime qu'on fait partie du monde libre. On ne fait pas partie du monde des dictatures, l'axe du mal, comme on dit. On fait partie du monde libre. On veut que le monde libre nous soutienne pour qu'on arrache notre dignité. Parce que pour un peuple qui a côtoyé la civilisation grecque, la civilisation Rome, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il se trouve encore colonisé. Donc c'est vraiment un peu, sur la différence donc, de la communauté internationale, je pense qu'il va falloir que cette communauté internationale bouge. Nous, on essaye de faire, par exemple, là, on a toutes les institutions, on a juste besoin d'un soutien de la communauté internationale pour un peu parler de nous et voilà. Et du peuple français aussi. Et du peuple kabyle. Donc, par exemple, on a déposé le mémorandum pour l'autodétermination de la Kabylie à l'ONU. Donc on attend toujours que l'ONU nous réponde et aussi que la communauté internationale fasse pression à l'ONU dans l'Assemblée générale qui est actuellement en cours à New York, qu'il parle un peu de notre pays et puis qu'on inscrive la Kabylie dans la commission, la 4e commission donc, de décolonisation des Nations Unies. Nous avons aussi déposé une plainte à l'ONU, donc ça c'est le rapport qui a été déposé. Là ça explique un petit peu tout le cauchemar donc, que vit la Kabylie commis par le régime algérien. Donc on a besoin de ce soutien. Donc les 3 ou 4 volets, tous en front, sur tous les fronts, j'espère que ça va bouger. Et voilà, pour votre information, celui qui est intéressé par le cas de la Kabylie, donc nous avons des documents, vous pouvez donc passer nous voir tout à l'heure, on vous dira comment on va les avoir ces documents. Merci. Merci Zidane. Didier, l'Iran, tu nous as expliqué à la fin de ton intervention que pour toi il y avait 3 options pour que ce pouvoir s'écroule, si je puis dire, mettre fin à cette dictature islamique. Mais qu'est-ce qui te fait penser que quand elle chutera, ce sera véritablement une démocratie? Parce que quand on regarde la région, le Moyen-Orient, c'est triste à dire, mis à part Israël, il n'y a pas de démocratie. Hein. Il n'y a aucun pays démocratique dans les environs. Donc qu'est-ce qui fait que tu te dis que ce sera véritablement la première démocratie, peuple musulman, si je puis dire, même si il l'est de moins en moins, démocratique. Qu'est-ce qui te fait... Pour moi, la démocratie, avant tout, c'est une culture. C'est un processus également. Même si le régime tombe aujourd'hui, il ne s'agit pas encore d'une démocratie implantée, installée, etc., etc. On commence le processus par exemple, des élections libres, par exemple, le pluralisme, par exemple, le contrôle, disons, à partir des médias, si vous voulez, sur le pouvoir, etc. Donc, la démocratie est une culture. Et depuis la Grèce antique jusqu'à maintenant, on est en train de travailler la démocratie. Deuxième point, c'est vrai, tu as raison, dans la région, à part Israël, eh bien, tous les autres pays sont des
des pays à la fois islamico, donc dictateurs, des dictateurs qui sont au pouvoir. Donc il n'y a pas de démocratie véritable, là, c'est vrai. Mais néanmoins, à mon avis, ce qui est important, c'est le mécanisme interne d'un pays là. Est-ce que le pays a ses ressources propres, malgré un environnement hostile ou pas favorable, si vous voulez? Est-ce que l'Iran a cette potentialité de démocratie ou pas? Donc cela, si vous voulez, malgré cet environnement qui n'est pas favorable, à l'heure actuelle, vu le contexte interne en Iran, c'est vrai que les Iraniens, au départ pour une dizaine d'années, en fait, ils étaient dans l'illusion. Ils étaient trompés par Khomeini. Et ils ont cru également que Khomeini a dit qu'effectivement, vous aurez l'économie islamique, le bonheur, la culture islamique, le bonheur. Donc le paradis, il est là. Mais au bout d'une dizaine d'années, ils ont compris qu'effectivement, tout ça a été un mensonge, mais également ce qui est promis sur la base de l'islam n'est jamais dans le sens de la démocratie, jamais. C'est de la dictature, si vous voulez, là. Et en plus, ça ne correspond absolument pas à la culture millénaire, disons, des Iraniens, si vous voulez. Et que par conséquent, aujourd'hui, vu le contexte sociologique en Iran, là, les femmes, des jeunes, une bonne partie de la classe moyenne, une bonne partie également des ouvriers. Quand on analyse toutes ces couches ou catégories sociales, on constate qu'effectivement, il y a véritablement un mouvement orienté vers la démocratie, vers les droits de l'homme, vers les droits de la femme, que la femme soit traitées de la même manière que les hommes, mais les femmes iraniennes, leur audace, c'est sans précédent, à la fois donc, dans l'histoire de l'Iran, mais également au niveau moyen-oriental. Mais pourquoi en France on a parlé effectivement femme, vie, liberté? C'est parce qu'on entend les mêmes choses ici, là, les mêmes valeurs ici également là. Donc ce n'est pas une contestation locale, si vous voulez là. Et donc dans sa force, c'est dans cette conviction comme quoi, eh bien, il faut y aller vers la démocratie. Mais un dernier point, c'est vrai que quand on analyse, par exemple, là, selon les sondages que je vous ai fournis, eh bien, la société iranienne, je ne dis pas qu'il n'y a pas de couche fanatique, bien sûr qu'il y en a. 15%, 10 à 15% de la société iranienne constitue la base sociologique du pouvoir. Donc, effectivement, il y a aussi à la fois du despotisme, mais également du fanatisme, bien évidemment, là. Mais sachez en même temps, la moitié des mosquées en Iran, selon les chiffres donc, dans la presse iranienne elle-même, la moitié de ces mosquées sont vides. Les gens, ils ne vont plus dans les mosquées. Ils rigolent, ils se moquent. Non seulement du pouvoir, mais également de la religion, mais également le sacré dans cette société. Donc il y a une transformation culturelle, mais je garde toujours mon optimisme, tout en pensant qu'effectivement le processus de démocratisation de la société, c'est toujours à construire, de la vigilance et les forces politiques démocratiques qu'il faut effectivement développer davantage, mais néanmoins je reste optimiste par rapport à l'avenir proche de la société iranienne. Michel, je ne sais pas. Merci Didier. Michel, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je vous entends. Je voulais te demander comment un libre penseur peut vivre en Égypte un État super démocratique. On va dire ça comme ça. Comment tu fais pour... Hein? L'association de libres penseurs du monde francophone, ça me suffit largement. C'est là que j'échange avec des gens qui pensent de la même façon que moi. On débat de sujets très importants qui concernent notre pays, la France, et
et le continent européen, et ainsi que des droits de l'homme et des libertés dans le monde entier. Et voilà, c'est tout. Bien sûr, j'ai quelques amis qui sont tous des Belges ou des Français. Donc voilà, ça ne sort pas de là. Mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, Louisa, ce n'est pas évident, mais la meilleure solution, c'est de garder ses idées pour soi jusqu'à ce que je rentre définitivement en France. Voilà, c'est simple.